Bien. Bonjour à tous. Je suis très très heureux, mais vraiment très heureux de vous accueillir à notre 30e forum Aditel. Nous nous retrouvons enfin, donc c'était vraiment une attente, et je vois que même pour ce retour, tout le monde est venu dans la salle à l'heure tout de suite. Donc c'est vraiment très très bien. Donc je ne vous cache pas qu'après notre annulation en 2020, on n'était pas totalement serein en juin quand on a pris la décision d'organiser le forum aujourd'hui. Mais on avait l'envie très très forte, et les résultats de notre sondage auprès de vous nous ont donné l'espoir. Et ce qui est important, cet espoir, il n'a pas été déçu, parce que je peux vous annoncer qu'on a un forum avec un nombre de participants quasi normal. Alors nous avons un tout petit peu moins d'exposants que les autres années, ça a été plus dur à partir de fin juin, mais 46 exposants, c'est très très bien. Nous avons 4 nouveaux, donc je suis très heureux de les accueillir. Et nous avons un ratio nombre d'exposants et nombre de participants qui est beaucoup plus favorable que d'habitude. Au niveau, il y a beaucoup plus de participants que d'habitude. Je pense que c'est bien pour nos exposants, c'est bien pour tout le monde. Donc alors vraiment, ce que je tiens à vous dire, merci à tous de votre soutien et de votre participation à notre forum. Alors c'est le 30e forum, donc vous avez vu tout à l'heure en fond d'écran, et on le repassera tout à l'heure et puis demain, on a fait défiler toutes nos plaquettes de tous les forums précédents. Donc voilà, ça vous remémore un certain nombre de choses, et puis je rappelle comment on a évolué pour ceux qui ont connu les premiers. On a été 6 exposants, on devait être 20 ou 30, et on a progressivement monté. C'était une demi-journée, c'est passé à une journée, c'est passé à la soirée, et c'est passé à quasiment la journée complète maintenant, car on accueille nos participants dès 11 h du matin avec un cocktail le jeudi midi. C'est le signe de notre évolution. On poursuit, comme je vous l'avais dit à Montelieu, la tradition, mais on se renouvelle et on essaye de progresser. Alors ici, nous sommes dans un site historique, donc c'est la 3e fois après Pau et Avignon. Nous avons un site relativement unique, ce n'est pas le Palais des Congrès standard. Donc Vichy, c'est la reine des villes d'eau. Elle a eu la joie d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO cette année. Voilà. Et c'est la belle époque sous toutes ses formes architecturales. Alors ici, nous sommes dans un palais des congrès qui s'est appelé Casino Théâtre. Il a été érigé en 1865, et on verra surtout ce soir. En 1901, il était devenu trop petit, il a été étendu avec l'Opéra de Vichy qui s'est rajouté. Et ce qui est important, il a été transformé en 1995 en palais des congrès, donc les espaces où nous sommes et la salle d'exposition, mais ils ont réussi à conserver tous les espaces historiques, ce qui fait que on le verra, on a un hall d'accueil assez impressionnant, et vous verrez ce soir sur la suite de la soirée où nous serons vraiment dans les espaces historiques. Alors un petit rappel actuellement, passe sanitaire. Donc nous y sommes contraints, donc il est clair, le pass sanitaire est obligatoire pour pénétrer, vous l'avez tous vu, on est tous fichés avec un petit bracelet. On ne vous le demandera qu'une fois, donc l'important, vous le gardez tout le temps avec vous, même cette nuit, même sous la douche, vous revenez demain avec pour pouvoir rentrer. Alors par contre, le masque est obligatoire. Donc ici aussi, il n'y a que 2 exceptions, moi et tous ceux qui seront sur la scène, voilà, c'est l'avantage de parler là, et lors des cocktails et des repas. Donc nous avons la chance, le protocole sanitaire nous a permis de faire nos buffets debout entre nous ce midi et demain dans des conditions quasi normales. Par contre, le masque est obligatoire dans tous les autres espaces. Donc merci de le mettre pour qu'on ne fasse pas de causer de problème à notre hôte organisateur, le Palais des Congrès. Alors le fil conducteur de nos débats cette année, nous avons retenu un sujet, repenser la sécurité de demain. Donc c'est un sujet bateau, mais pas tant que ça, parce que c'est notre cœur de notre métier de toujours essayer de se projeter sur l'avenir, de penser à de nouvelles choses. Il y a des nouvelles formes de criminalité, de nouvelles technologies, donc toujours penser à ce qu'on pourrait faire demain. Et puis, c'est surtout un peu vrai entre ces temps de Covid et j'espère bientôt de post-Covid, ça nous amène tous à se renouveler, on l'a vu avec le télétravail et plein d'autres choses, de documents partagés à distance qui ne l'étaient pas possibles avant et qui maintenant le sont. Voilà, on est sur ça. Alors, comme d'habitude, il y aura 2 parties. La première, cet après-midi, c'est plutôt sous une forme d'exposé avec une réflexion globale, large, qui pose le sujet, et on verra qui peut être amené à amener de fortes réflexions à tout le monde. Et demain, plus traditionnellement, une table ronde qui sera plus axée sur les applications sur notre métier, proprement dit. Voilà. Et cette année, nous avons une innovation. On a retenu un système de chat interactif pour favoriser les questions et nos échanges. Donc vous allez voir apparaître sur l'écran un QR code.
je vous demande de vous en servir, cliquez dessus et vous pourrez accéder à une application. Et ensuite, nous avons un modérateur, compilateur en régie, un membre de notre équipe du CA, Eric à l'occasion, qui sera la voix de l'ombre pour poser les questions. Et maintenant, je vais passer la main à notre animateur, que certains connaissent déjà, mais Alexandre Carré, qui est directeur de la rédaction d'Anews Sécurité. Merci Alexandre. Merci Didier, bonjour à tous. Donc le bracelet, je peux le mettre sous la douche. Sinon, je ne prends pas de douche, moi, il n'y a pas de souci. Merci d'être là, on est ravis effectivement de vous retrouver pour ce bel anniversaire, 30 ans, 30e anniversaire, pour ce forum Aditel. On a d'ici quelques instants le plaisir de recevoir Alain Staron, disrupteur opérationnel et auteur du livre Autodisruption qu'on peut trouver sur Internet. Et la maison d'édition s'appelle The Bac Supérieur, avec un échange donc ensuite avec vous dans la salle, soit pour les timides effectivement avec ce QR code, vous avez la possibilité de poser vos questions, soit de prendre directement la parole en direct. Voilà, alors notre invité aujourd'hui, c'est 35 ans d'expérience et d'innovation, non seulement dans des groupes internationaux, mais aussi des startups. Il fait plein de choses, c'est un couteau suisse. Il est conférencier, il est auteur de 15 brevets, lauréat de 2 prix d'innovation. Et comme à The Voice, tous les sièges se sont tournés dans la bonne direction pour l'accueillir. Je vous demande de l'applaudir. Alain Staron, mesdames et messieurs. Bonjour Alain, est-ce qu'il y a un micro pour vous? Vous voulez être là ou vous l'êtes... Qu'est-ce que vous faites? Il est là? Magnifique, tout est prêt. Je vous lance là-dessus, c'est de savoir comment les entreprises finalement doivent se réinventer pour essayer de ne pas disparaître. Ça peut-être ce qui nous attend demain. Merci Alain. On va voir ça tout de suite, merci Alexandre. Bonjour à tous. Merci de votre présence ici, puis merci beaucoup surtout de m'avoir accueilli. Je sais que certains d'entre vous sont timides, mais déjà, je voudrais vous poser une question avec 3 réponses possibles. Ce que vous pensez de la disruption, est-ce que vous pensez qu'il faut s'en occuper maintenant? Est-ce que vous pensez que ça peut attendre l'année prochaine? Ou est-ce que vous pensez qu'on verra plus tard? Qui pense que c'est pour maintenant, à manger tout de suite? Levez la main. Qui pense que c'est de l'année prochaine? Et qui pense que c'est pour plus tard? Bon, donc il y a un qui pense que c'est pour plus tard, un petit quart qui pense que c'est à manger tout de suite, et le reste qui ne pense pas. On va démarrer, la disruption, on démarre. Donc, je vous propose de démarrer un peu longtemps en arrière. On est en 1194, la cathédrale de Chartres vient de flamber, on la reconstruit, et les corporations d'artisans locales donnent pour reconstruire la cathédrale, en particulier pour les vitraux. Et là, vous voyez un vitrail avec les donneurs d'eau, la corporation des donneurs d'eau, puisque à Chartres, la ville haute n'avait pas de source. Faisons un bond tout de suite au milieu du XVIIIe siècle. Maintenant, on est à Paris, et ce sont les Auvergnats qui ont fui la crise économique et qui sont porteurs d'eau dans la ville de Paris. Les plus aisés d'entre eux ont des charrettes pour transporter des tonneaux, pour transporter plus d'eau à la fois. Mais au milieu du XVIIIe siècle, c'est là que le baron Haussmann a décidé, sous l'égide de Napoléon III bien sûr, de refonder la ville et en particulier d'apporter l'eau à tous les étages. Ça, c'est une innovation qui ne vient pas des porteurs d'eau, mais qui change leur contexte. Qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont remplacé l'eau par le charbon. Ils sont devenus transporteurs de charbon. Alors le charbon, il faut le stocker quelque part. Ils le mettaient dans des petites échoppes dans lesquelles ils vendaient aussi du café, du vin et des liqueurs. Repatatras, le même baron Haussmann, mais le gaz à tous les étages. Il n'y a donc plus besoin de charbon. Cette innovation change à nouveau le contexte. Il n'y a plus besoin de charbon. Et donc, ils arrêtent ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Des brasseries. C'est ce qu'on appelle les bougnats. Pour résumer, vous avez donc une population de travailleurs qui ont été convoqués à une innovation, qui a changé leur contexte. Ça s'est reproduit une deuxième fois. Et ils ont très bien rebondi. Pendant 6 siècles, ils n'ont pas bougé. Pendant 100 ans, ils ont fait ces 2 révolutions, transformations, et c'est devenu les bougnats. Et ils ont fait ça dans la joie et la bonne humeur. Il y a les chansons de l'époque qui disent « Je vends un seau, un sou, puis quand j'aurai des économies, je m'installerai pour vendre du charbon, et quand je serai riche, j'ouvrirai un hôtel à nos gens. » On peut donc changer de métier, et même changer de vie.
Alors, ce n'est pas toujours dans ce sens-là que ça se passe. Hein. Innovation contexte, ça peut se passer dans les deux sens. Là, vous aviez une vieille innovation qui s'appelle le fiacre, qui avait comme conséquence, on est à la fin du 19e siècle, les études montraient qu'on allait se retrouver avec 2,50 m de crottin dans les rues. C'est donc juste pas possible. Mais déjà, à l'époque, les petits escaliers pour descendre dans la rue, ça permettait aux élégantes de monter directement dans la calèche sans mettre le pied au milieu du crottin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé les voitures. On a inventé les voitures. 15 ans après, 1912, 20 ans après, il y avait autant de voitures que de chevaux à New York. Et puis en 1922, on a arrêté le dernier fiacre. La transition du cheval à la voiture a mis 30 ans. Et puis on a des choses encore plus compliquées que ça. Le contexte, il y a l'innovation quand on a le contexte. Ça, c'est une forêt, j'ai pas pris la photo, date pas de l'époque, c'était il y a 30 000 ans. Quand on allait faire les courses à cette époque, il fallait être très fort, on se battait presque à main nue contre des ours, on laissait sa peau très souvent, et c'était pas facile, il fallait donc très fort, très musclé. Nos cousins, pas encore chinois, mais mongols, pas très loin, eux, ils avaient ça comme contexte, donc clairement, la lance, ça marche pas. Ils ont donc inventé d'abord le propulseur, puis l'arc. Et c'est devenu une concurrence à la Sagaie. À votre avis, qui a gagné entre la Sagaie et l'arc? Ben, ça n'a pas été si simple que ça. Alors, j'extrapole, mais vous allez voir. Avant, l'arc, c'était ça la vision du monde. On se coltinait à la nature, on était en corps à corps avec la nature. La grotte de Chauvet vous montre les peintures qui reflètent cet état d'esprit. Et puis, avec l'arc, on a mis de la distance entre nous les animaux, on s'est éloigné du danger. En montant sur les chevaux, on a réussi à raccourcir le temps, accélérer la vitesse. Et puis, carrément, en prenant les cornes des cerfs pour aller battre les cerfs, on a utilisé l'animal comme matière première. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à dominer la nature. C'est un changement de paradigme. On était dans la nature, on s'est mis au-dessus de la nature. Ça se voit, ça c'est une peinture du 4e millénaire, donc on est dans l'idée Adger. On voit maintenant que l'homme est au centre, grosse différence avec Chauvet, il s'est passé quelques dizaines de milliers d'années. Mais tout le monde n'a pas été content. Goliath, qui était le héros, grand fort, c'est lui qui allait se battre. Mais il s'est trouvé remplacé par David. C'est l'éloge de l'arme de projection versus l'arme de poing. Changement de paradigme, il fallait être grand et fort, maintenant il faut discret et précis. Et quand vous avez à la fois une innovation et un changement de paradigme, vous pouvez appeler ça une disruption. Alors ça prend du temps, parfois. Ça c'était il y a très longtemps. Ça prend moins de temps avec les porteurs d'eau, on a vu, ça a pris un siècle. Avec la voiture, on est en gros en décennies. Et qu'est-ce qui se passe quand on raccourcit comme ça le temps d'installation des innovations? On crée du stress. Ce stress, on le crée parce qu'on n'a pas le temps de s'adapter. Ces hippocampes, ils avaient tout le temps du monde pour se confondre avec les algues et pas se faire manger. Typiquement, quand en 1880-1903, donc en 15 ans à peine, vous avez plus de 30 constructeurs de voitures qui ont existé en France, le maréchal Ferrand n'a pas pu suivre. Il n'y a pas que sur Terre que ça se passe. Ça, c'est le Thomas Lawson. C'était le plus grand voilier jamais construit. Imaginez en 1901, mis à l'eau en 1902, il coule en 1907. 7 mâts, c'est trop, on n'y arrive pas. On ne peut pas se battre contre les bateaux à vapeur. C'est-à-dire, c'est un des derniers bateaux à vapeur qui avait encore les voiles, et puis après, ils ont arrêté les voiles. Qu'est-ce qui s'est passé? La marine à voile, qui n'a pas inventé les bateaux à vapeur, s'est pris un mur. Ça a pris beaucoup de temps, mais certains, finalement, s'en sont ressortis. Il y a toujours des voiles. Vous avez des compétitions sportives, vous avez la voile touristique, et vous avez, y compris les vaisseaux commerciaux, les bateaux commerciaux, vous avez maintenant la voile qui revient. Autrement dit, vous pouvez vous transformer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est le temps. Est-ce que vous avez le temps de faire ça, sachant que le progrès accélère? On a fait un très grand panorama. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça, c'est les dépôts de brevets déposés tous les ans dans le monde. Qu'est-ce que vous voyez? Qui s'en déposent de plus en plus. Je ne vous fais pas peur avec la courbe rouge, c'est les brevets chinois ou asiatiques. Mais il y a ça aussi qui compte. Et donc, du coup, vous avez de plus en plus d'innovations qui changent de contexte, de nouvelles innovations qui changent de contexte. Bon, je ne vais pas parler plus vite que ça, mais globalement, ce qui se passe, la disruption s'accélère. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que personne d'entre nous sait percevoir ces accélérations. Nous, on a toujours l'impression que la route devant nous, elle est tracée bien droite. Vous faites ce métier, vous allez encore le faire, il n'y a pas de raison que ça change. Je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul à penser comme ça. Guillaume II, empereur de Prusse et d'Allemagne, disait « Je crois au cheval, l'automobile est un épiphénomène ». Il avait la meilleure cavalerie d'Europe. Les frères Warner, qui donc voudraient voir un acteur parler à l'âge d'or du muet? Ça n'avait pas de sens. Un des premiers présidents d'IBM, au prix que ça coûte, une machine IBM, c'est tellement compliqué à faire que j'en vois 5 dans le monde.
Puis un peu plus tard, Digital Equipment qui dit ok, je peux en faire des entreprises, je ne vois pas pourquoi un particulier voudrait un ordinateur. Nous étions en 1977, 7 ans plus tard, un jeune chevelu du nom de Steve Jobs présentait le Macintosh. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de voir des routes droites? D'abord parce qu'on a des intérêts à protéger. Là, je suis sûr que ça vous parle. Vous êtes tous sur des business, vous avez des intérêts en cours et vous avez intérêt à ce que ça dure. Pas toujours des rentes, mais bon. Du coup, quand vous voyez une innovation arriver, qu'est-ce que vous dites? C'est minuscule, c'est pas important, ça va pas me gêner. C'est Kodak qui dit que la photo numérique, ça va pas les gêner. Il s'est passé 12 ans avant qu'il fasse faillite. Ils ont recréé une boîte dans l'impression numérique, mais elle fait 8000 employés, ils étaient 120 000 avant. C'est Nokia qui, 2 ans après que l'iPhone apparaisse, son patron de la stratégie dit « Apple restera une niche dans le téléphone comme ils l'ont été dans l'informatique, comme ils le sont dans l'informatique. » Eh bien, 4 ans après la sortie de l'iPhone, Nokia a perdu la moitié de sa part de marché. Et 2 ans après, ils n'étaient plus qu'à 3% de part de marché. Ils ont vendu ce qui restait à Microsoft. 6 ans en tout. Un petit détail là-dessus, c'est le marché qui a pivoté à ce moment-là. Les smartphones ont remplacé les téléphones normaux dans l'usage, et donc c'est eux qui ont disrupté le téléphone. Nokia a voulu conserver la notion de téléphone en disant ce qui compte dans un téléphone, c'est téléphoner, donc il me faut un clavier. Le clavier, ça a été leur boulet qui les a coulés. Ça a été théorisé par Clayton Christensen dans un bouquin qui s'appelle Innovators Dilemma, qui dit voilà, vous êtes sur votre business, vous avez une pente qui monte correctement, donc technologie et business, vous faites des progrès, puis à un moment, il y a un plateau, quoi. Vous êtes mûr, tout va bien, et patatras, une nouvelle techno arrive. Et vous avez quelques années, pas beaucoup, de dilemme, où vous vous dites, c'est une souris, elle grandira jamais, rien à voir, circuler, ou, j'ai intérêt à me poser des questions, et à passer au sujet suivant, il en coûtera ce qu'il doit en coûter. C'est pour ça que le débat est difficile, je vous rappelle, vous avez une rente. Et alors, pour compliquer le tout, là-dessus, vous rajoutez des biais cognitifs. On a tous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a survécu grâce à nos biais cognitifs. C'est des raccourcis du cerveau qui fait qu'on survit dans un environnement incertain. Vous connaissez tous celui-là. C'est Sassi, un Indien qui a réussi à plaire à un roi d'Inde en inventant un jeu d'échecs. Et le roi lui demande qu'est-ce que vous voulez comme récompense. Il dit je veux 1 grain de riz dans la première case, 2 dans la deuxième, 4 dans la troisième, etc. Quand vous avez la 64e case, il y a plus de riz que la terre ne peut en produire. Ça vous parle peut-être pas, mais ça vous parle sûrement. Quand vous avez 3 cas le premier jour, 6 cas 3 jours après, 12 cas, ça fait la pandémie qu'on connaît tous et l'exponentielle qu'on n'a pas vu venir. Ça s'applique aussi à la vitesse du progrès. Le progrès humain, si on dit qu'on le mesure sur l'échelle verticale, comme ça, on se rend compte qu'il est monté très très doucement et qu'il monte de plus en plus vite. Et nous tous, on se dit, puisqu'on en est là, c'est ça qui va se passer. Ben non, c'est ça qui va se passer. Si ça vous perturbe, pensez à la puissance lumineuse dont nous disposons depuis les feux qu'on a inventés il y a 800 000 ans. Je vous passe les torches, la lampe à huile, les bougies, et vous arrivez à la lampe à incandescence, à la LED, et bientôt, vous savez, ce miroir que les Chinois veulent mettre dans le ciel pour capter la lumière du soleil la nuit. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le marginal est vraiment marginal? Blockbuster, le plus grand loueur de vidéocassettes aux États-Unis, qui est né en 1985. Reed Hastings, le patron de Netflix, a été excédé par une amende supplémentaire qu'il devait payer parce qu'il ne rendait pas la cassette à temps. Il s'est dit, on va la renvoyer par la poste. Il a attendu la sortie du DVD, vérifié que ça marchait par la poste, parce que la cassette ne survivait pas aux envois postaux, et il a lancé sa location de DVD par la poste. En 2000, il ne se passe rien. C'est dommage. C'est l'année où Blockbuster a refusé de racheter Netflix pour 50 millions de $, en disant ça restera une petite souris. Et puis en 2007, Reed Hastings le même dit effectivement mon business n'est pas forcément très bon, je vais passer au service streaming. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à toute son équipe on change de métier les enfants. Tout ce que vous saviez faire ne sert plus à rien. Patatras. Et en plus je vais faire un produit concurrent du vôtre. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Regardez votre métier habituel, qu'est-ce qui devient? On divise par 3 sciemment notre activité actuelle. Reed Hastings disrupte sa propre boîte, il divise par 3 ses revenus. À bon entendeur. Il a fait x10 sur son chiffre d'affaires total.
Le pari était un bon pari. La petite souris allait pouvoir devenir plus grosse que l'éléphant. Il a pris le pari, il a fait le virage avant de se prendre le mur. By the way, Blockbuster est mort, a fait faillite 6 ans après. C'est donc un changement de paradigme ici qu'on peut appeler « on allait chercher un film, maintenant c'est le film qui vient à moi ». Et donc j'ai prolongé moi la courbe de Christensen, la courbe bleue, elle peut carrément redescendre, on peut mourir. En autre terme, vous pensiez avoir un château très solide qui allait pouvoir vous protéger à vie, ça n'existe pas. Je suis désolé de vous l'annoncer pour ceux qui y croyaient, ça n'existe pas. Alors ça devient encore plus grave, c'est que même quand ça ne vous concerne pas, ça peut vous retomber dessus, c'est l'effet domino. Netflix, quand il fait la vidéo à la demande à distance, il concurrence des gens comme Canal+. Ça fait que Canal+ passe par des moments un peu difficiles. Là, vous regardez le nombre d'abonnés mondiaux de Canal+ et Netflix. Jusqu'à 2007, les étoiles où Netflix a décidé de se disrupter, de s'auto-disrupter, c'était à peu près pareil. Et puis après l'autodisruption, Netflix a cru très fort. Canal+ s'est dit, après avoir dit Netflix, c'est pas notre tasse de thé, a fait un accord avec eux. Donc j'ai voulu regarder, un peu cruel, qu'est-ce qui s'est passé 2 ans après. Rien. Donc vous ratez la disruption, ne croyez pas que vous allez la rattraper en faisant un accord avec le gars qui vous a disrupté. En tout cas, dans cet exemple-là, ça ne marche pas. Là, le changement de paradigme, la chaîne choisissait ses programmes, c'est le téléspectateur qui choisit ses programmes, et quand il y en a de plus en plus, à chaque fois, il y a une petite brique technologique. Ici, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a disrupté? La chaîne de télévision. Alors, la disruption, génériquement, comment ça marche? Vous êtes des entreprises concurrentes, vous vivez avec des technologies que vous maîtrisez bien, vous attaquez le même client. Une nouvelle techno arrive, disruptive, une nouvelle compagnie s'en empare, adresse le même client avec une offre un peu différente qui en général résout les points de douleur, et les premières compagnies voient leur part de marché baisser très fortement. Alors j'entends tout de suite la réponse, très française d'ailleurs, on n'a qu'à faire une réglementation pour nous protéger. On fait des réglementations, ça n'empêche pas les technologies disruptives d'exister, je vous rassure, simplement on ne les voit plus, elles sont à l'ombre de notre protection, donc on ne s'en rend même pas compte. La boîte existe quand même, et puis un jour ou l'autre elle passe. Regardez, ça c'est pour les plus anciens d'entre vous, ils se souviennent qu'avant on appelait les taxis. Les taxis, ils avaient une muraille de Chine avec 3 grandes protections. On pouvait héler qu'un taxi, je n'ai pas le droit d'appeler un autre chauffeur, c'est les seuls à marquer taxi sur le toit, et puis c'est les seuls à pouvoir prendre les couleurs de bus. En face, Uber est arrivé en disant moi j'ai un téléphone, et en plus je souris, parce que je ne suis pas en situation de monopole, et c'est comme ça qu'ils gagnent. Changement de paradigme. J'allais chercher un taxi, ce qui était quand même compliqué. Maintenant, je suis cherché par une voiture. C'est l'ubérisation qui est un cousin de la disruption, où vous avez une société initiale qui a adressé clients, et puis vous découvrez que dans l'univers, autour de vous, il y a des actifs dormants. Là, en l'occurrence, des gens qui ont du temps, éventuellement une voiture, et qui sont prêts à transporter des gens. Je vous rappelle qu'au départ, Uber, c'était à la marge de mon job que j'étais chauffeur Uber. Vous saisissez ces actifs, donc n'investissez pas, vous les mettez en relation, et vous proposez un service qui marche mieux, la preuve, il faut travailler aussi le service, et qui réduit la part de marché des premiers. Alors en l'occurrence, à Paris tout au moins, G7 a pu rattraper le coup en se mettant exactement au niveau d'Uber. C'est quoi le coup d'après? Sur le domaine du transport, c'est les voitures autonomes. Alors les voitures autonomes, ça existe déjà. Vous avez l'autonomie, c'est à Singapour, Uber, à l'époque où il les faisait, c'est à Phoenix, et la Navly, c'est à Lyon. Des voitures qui roulent sans chauffeur. Ça, c'est au dernier salon du CES, vous en avez plein. Enfin, ça fourmille. On sent que c'est le truc qui est en train d'arriver. En termes de chaîne de valeur, vous, tous, vous achetez une voiture, pas forcément une Fiat Chrysler, vous achetez une voiture et vous comptez sur la voiture pour qu'elle achète, le fabricant de voiture, pour qu'elle achète toutes les technos nécessaires, le moteur, les pneus, la boîte de vitesse, etc. Arrive la technologie dite véhicule autonome. Moi, je suis Fiat, je me dis, c'est une technologie de plus, je l'achète et je l'intègre. Sauf que les gens qui font la technologie de voiture autonome Waymo, qui est une filiale de Google, se disent, mais moi j'ai plus vite fait de vendre directement le service aux clients. Et j'achète les voitures. Waymo a acheté, pour ses premières opérations, 15 000 Fiat. Ce qui s'est passé, c'est que Fiat ne vend plus au client final, mais vend à Waymo. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient de la marque du dernier taxi Uber dans lequel il est monté? Voilà. Vous faites des intermédiaires. Et évidemment, à la fin, le passager disparaît. Pourquoi? Parce que le changement de paradigme en question, c'est je passe de conduire à me faire conduire. Cette désintermédiation, elle fonctionne de la manière suivante. Vous avez une compagnie qui vend à des clients, et puis vous avez ce client, il commence à regarder autour, il a d'autres modes de fonctionnement, il a d'autres références peut-être, parce que dans d'autres axes de consommation.
Et il y a une nouvelle compagnie qui sait lui parler avec ses attentes du moment, mais qui n'investit pas beaucoup. Elle sait lui parler à partir de ce qu'elle achète à la première compagnie. Et à la fin, elle se met entre la première compagnie et le client. C'est Booking, hein. Et en l'occurrence, c'est ce qui risque de se passer dans le domaine des voitures. Évidemment, ça fait des gens mécontents. Moi, je me suis amusé beaucoup à une époque à en parler aux chauffeurs de taxi. Donc ça, c'est un chauffeur de taxi parisien à qui j'explique que les voitures autonomes arrivent. Vous voyez sa tête. J'ai aussi essayé avec un chauffeur de moto-taxi et je me suis promis de ne plus jamais recommencer, ça devenait très très dangereux. Donc là, il n'est pas content, il dit c'est pas possible, ça ne va jamais arriver, on va se battre. Vous vous souvenez, hein, ils se battent. Ça, c'est à Bordeaux. J'allais voir un congrès justement où ils exposent des voitures autonomes. Le chauffeur taxi m'a demandé de s'arrêter et de venir avec moi visiter l'expo pour voir ce qui allait se passer. Et ça, c'est le troisième chauffeur taxi à Nice qui m'a dit mais c'est top, j'arrête de conduire, je me mets chez moi et je pilote des robots. Je n'ai pas pu mettre la slide de ce matin où j'ai reposé la question, on est quand même 2 ans plus tard. Et la chauffeur de taxi à Vichy m'a dit oui, je sais, c'est en train d'arriver, j'ai peur, mais je sais qu'il va falloir que je change de métier. Après tout, il n'y a plus de calèche. Je cite. En gros, la question qui vous est posée, c'est faut-il choisir ou subir son avenir? Vous avez un Carlos Tavares à gauche qui dit « J'aurai jamais des voitures autonomes niveau 5 chez PSA ». Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher et les gens qui ont les moyens de se payer, en général, ils ont un chauffeur. Donc, je m'arrêterai au niveau 3, la voiture qui se garde toute seule. Et vous avez à côté un Elon Musk, Tesla, qui dit si la voiture se conduit toute seule, peut-être que mes possesseurs de Tesla pourront faire comme avec leur appartement, placer leur voiture en location sous forme de robot-taxi. Donc soit vous limitez l'innovation parce que vous ne voulez pas changer de business, soit vous acceptez l'innovation et vous vous dites « ouais, faut peut-être que je change de business ». Lui, il est à la croisée des chemins. Herbert Diess, patron de Volkswagen, pardonnez-moi du peu, il pense qu'il est à 2 doigts de la catastrophe quand même. 50-50% de chances que l'industrie automobile allemande ne survive pas. Parce que le Financial Times disait l'iPhone moment, le Nokia que vous avez eu tout à l'heure, est-ce que ça ne pourrait pas arriver aux voitures? Alors l'histoire, elle commence en 2012, lorsque Tesla en rouge sur la modèle S, tandis que la Porsche est toujours la grosse à moteur thermique. Donc leur histoire n'a pas commencé tout à fait au même moment. Tesla en 2008, Porsche en 1900. Et ces 2 voitures sont comparées pendant un certain nombre d'années. Et la question que je me posais, nous étions en 2017, combien de temps faudra-t-il à Tesla pour rattraper Porsche en nombre de volumes de voitures vendues? Ils vendaient un peu moins en 2017 de voitures que Porsche. Je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux. Jamais Tesla ne pourra remplacer Porsche. C'est arrivé 2 ans plus tard. Et pourquoi c'est arrivé aussi vite? Parmi les innombrables raisons, même en Europe, Tesla vend plus de voitures que Porsche. Avant que je vous explique comment c'est arrivé aussi vite, à votre avis, maintenant qu'on fait le même raisonnement, quand est-ce que Tesla va dépasser Audi? 2024. Dans 3 ans, bientôt 2 ans. Et puis si on continue à tracer les courbes, alors ça c'est de la prospective, c'est pas du tout sûr. L'année d'après, Tesla dépasse Mercedes et BMW. Donc l'économie allemande, M. Diess a tout à fait raison de s'inquiéter sur l'avenir de l'économie allemande. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est des chiffres, il peut se passer tellement de choses. Bien sûr, vous savez ce qui risque de se passer tout d'abord, c'est qu'il y a 4 Chinois concurrents Tesla qui sont en train de débarquer. Ça risque donc d'être pire. Et tout ça pourquoi? Parce que quand vous appelez Porsche Ferdinand, vous avez inventé le moteur à explosion, très compliqué. Et donc vous y croyez, c'est votre actif, c'est votre savoir-faire, c'est quelque chose qui vous différencie des autres, c'est votre fierté. Comment voulez-vous croire qu'un gars qui sort une voiture avec un moteur aussi petit puisse vous battre? C'est d'abord une question d'attitude. Et ça peut faire de gros dégâts, d'autant qu'en face, notre ami Elon Musk, qui n'est donc pas forcément aussi arrogant, se dit je vais jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Je vais rajouter du marketing. Aujourd'hui, la voiture, jusqu'alors, la voiture, c'est clairement la prolongation du cheval, on en a déjà parlé. Et donc, c'est, il y a même d'ailleurs des chevaux sur les écussons, c'est de la vitesse, du bruit, de la fureur, vraiment, on est dans la course de chevaux. Tesla, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son roster sur Mars. D'un coup, il change le mythe. Et c'est ce qui contribue probablement au succès des voitures électriques grâce à Tesla. Et ce n'est pas juste un hasard quand vous voyez Toyota qui commence à proposer des rovers lunaires et Audi qui fait la même chose, on se rend bien compte que certains au moins ont compris que le mythe avait changé et si vous voulez vous battre, il faut vous battre avec les mêmes armes dans la tête de vos clients. Si vous avez un concurrent qui change ce qui se passe dans la tête de vos clients, vous avez plutôt intérêt à essayer de surfer sur la même vague. Et donc le changement de paradigme, clairement, il y avait du bruit et il y a du silence. En gros, on voulait aller vite, maintenant on va aller loin. Et ça se traduit sur ce concept bike où le gros truc en bas, c'est pas un moteur, c'est la batterie.
Ce qui montre en particulier que la batterie est un vrai sujet. Le sujet n'est plus le moteur, le pauvre, il s'est fait disrupter. Quelques rapides points à tirer, à retenir de ce sujet, c'est que l'innovation commence toujours par le haut de gamme. Donc quand Renault lance une Leaf, voiture électrique bas de gamme citadine, il est à côté de la plaque, il ne peut pas faire rêver les gens. Ensuite, reconnaissez, acceptez que l'innovation peut détruire votre valeur. Il ne faut pas la nier sous prétexte que vous ne servez plus à rien. En tout cas, qu'une partie de vos actifs ne sert plus à rien. Et il ne faut pas la nier en disant je la maintiens sur le bas de gamme, parce que ça ne marche pas. Et enfin, ça peut changer le mythe ou la représentation que les gens ont du service que vous proposez. Alors maintenant, je vous ai dit tout ça, est-ce qu'il faut y aller dans la salle? Donc on va regarder, commencer par oui, il faut prendre la nouvelle direction, il faut y aller. Il y a 3 moteurs principaux pour lesquels ça bouge, à quoi répond l'innovation. La première, c'est les points de douleur. Les points de douleur, je vous ai parlé du crottin. Ça, je vous en montre un autre. Et un point de douleur, ce n'est pas forcément ce que vous voyez quand vous vivez dedans depuis le début. Les magasins, la caisse, c'est pour un point de douleur, c'est un point de passage obligé, quoi. Pour Amazon, c'est un point de douleur. Donc ils font des magasins sans caisse. Ils ne font pas des caisses autonomes, automatiques, ils font des magasins sans caisse. Donc les points de douleur, vous ne les voyez peut-être plus, vous êtes peut-être aveuglés, ils sont peut-être dans votre angle mort. Deuxième sujet, c'est le changement de contexte. Ça peut être très lent, le changement de contexte, mais ça peut être à une vitesse telle que vous ne le voyez pas arriver. Et vous pensez que tout va bien jusqu'à ce que vous soyez ébouillanté comme la pauvre grenouille. Et puis enfin, le hasard. Alors le hasard, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est compliqué de comprendre le hasard en innovation. Ça, c'est, j'ai oublié son nom, Pierce quelque chose, qui en 1942 a industrialisé les radars anglais. Puis en 1945, il n'y a plus de commande de radar. Et dans tous ses travaux, la deuxième image, c'est le magnétron, il voyait que son chocolat fondait à côté du magnétron. Après, il a essayé le popcorn, les œufs, et qu'est-ce qu'il a fait? Un micro-ondes. Le micro-ondes est né par hasard. Ah, voilà, donc vous êtes sur une route extrêmement brouillardeuse, vous ne voyez pas où il faut aller, et ça va quand même de plus en plus vite. Vous avez vu tout cela, ça a pris 5-6 ans, 10 ans, 12 ans pour Kodak. Ce mot vaut au niveau statistique global. Hein. Le Standard & Poor's montre que la durée de vie moyenne des 500 premières entreprises aux US ne fait que baisser. Et je parle des entreprises, je parle aussi de chacun d'entre vous. Certains d'entre vous sont peut-être indépendants, mais le même problème se pose pour eux aussi. Mon intuition, pour fixer les idées, 5 ans. Vous avez 5 ans pour vous retourner. Je ne dis pas que dans 5 ans, vous serez mort, mais si vous ne vous retournez pas maintenant, dans 5 ans, ça risque d'être quand même très compliqué. Et alors, c'est pas possible. Je préfère rester le old way. Parce que, bon, ça, j'ai priqué ça à Michael Porter. Wait and see, j'attends et je regarde, c'est pas une décision, c'est juste la crainte. Donc ça n'aide pas dans le processus. Et ça revient quelque part à jouer à la roulette russe. Je ne fais rien, mais si ça arrive, qu'est-ce que j'aurais fait? Rien. Donc il faut faire quelque chose, il faut agir. La première chose pour agir, c'est pas se tromper de cible. On ne parle pas de la transformation digitale du collaborateur. Celle-là, elle date depuis les années 90. On a commencé à donner des PC et ça continue tous les jours. Donc le collaborateur, il évolue tous les jours et se transforme. C'est acté, c'est en cours, ça ne va pas s'arrêter. Très bien. On ne parle pas non plus de la transformation digitale de la relation client. Ça, c'est depuis les années 2000, Google, Facebook. On sait très bien qu'on ne parle plus aux clients de la même manière qu'on parlait avant. Je ne parle pas non plus de la transformation digitale des process industriels. Depuis qu'on met l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, on sait beaucoup mieux produire. Non. Je parle de la transformation digitale de votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne s'agit plus de se poser la question de comment je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quoi? Deuxième sujet, c'est la dynamique. Donc vous avez maintenant à peu près compris, des technologies numériques qui agissent, qui modifient, qui créent des nouvelles fonctionnalités d'une part, des nouveaux écosystèmes, d'autre part, je parle à des gens à qui j'aurais jamais parlé dans un monde antérieur, et des nouveaux paradigmes. Mes clients se mettent à penser différemment d'autres références. Et c'est en associant tout ça que vous pouvez créer de nouveaux business. Donc d'abord, il faut se poser la question des technologies. Donc là, je vous en ai trouvé 30, je peux même vous en trouver 60, donc c'est très compliqué. Là, j'en ai identifié une dizaine qui sont plutôt pertinentes pour vos métiers, blockchain, intelligence artificielle, machines autonomes, jumeaux digitaux, edge computing, 3D printing aussi, les expériences immersives, le mesh, l'Internet des objets et les plateformes consumer. Elles sont toutes reliées aux autres, c'est-à-dire que chaque technologie nourrit les autres. Donc ça se renforce. Et là, je ne sais pas si je peux lancer la vidéo. Est-ce que je peux lancer la vidéo?
Moi, je ne peux pas. Bon, ça, c'est Spot, le robot de Boston Dynamics, qui a été racheté par Hyundai. Hein, donc, ça devient une boîte de voitures qui fait ses robots. Vendu 70 000 €. C'était à Vivatech au mois de juin. Et ça fait en particulier la surveillance. Et comme il est sur 4 pattes, il monte les escaliers, il va où vous voulez. Et aujourd'hui, il est testé dans plus d'une centaine d'endroits, dans des ports, dans des docks, dans des usines, enfin un peu partout. Deuxième sujet, les écosystèmes. Vous aviez probablement l'habitude de vous dire, ben voilà, j'ai mes partenaires, je vais peut-être trouver d'autres partenaires, mais globalement, on sait où on va et tout le monde s'organise autour de ce même écosystème. Demain, vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive avec une idée dite disruptive, qui va changer votre manière de réfléchir et qui va changer la manière dont vos clients réfléchissent. Donc il va falloir modifier votre vision. Si en plus, dans un autre écosystème voisin, on vous installe un nouveau paradigme, eh ben, ça va être encore plus changeant. Et enfin, donc, le changement de paradigme, qui c'est en gros ce qu'il faut chercher à comprendre pour bouger. Je vais vous donner un indice très récent. Ça, c'est Inspiration 4. Ces 4-là, ils sont redescendus sur Terre samedi dernier. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Aucun d'entre eux n'est professionnel. Autrement dit, ben on assiste à un changement de paradigme encore. On n'admire plus Top Gun ou Armstrong, les héros des temps modernes. On admire les geeks, les ingénieurs qui développent des programmes. On ne fait plus confiance à soi, on fait confiance à la machine. C'est une prémisse, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est en train de s'installer dans l'esprit des gens. D'autres sujets à prendre évidemment en compte, la standardisation. Il vaut mieux viser les standards à chaque fois qu'ils existent plutôt que de chercher à rester sur des solutions propriétaires. Je vous raconterai ça une autre fois. Peut-être commencer à se dire que les plateformes vont avoir une fin et que les essaims d'objets autonomes vont prendre le dessus. Commencer à se dire aussi qu'on va se rapprocher de l'Internet des humains et non pas de l'Internet des objets. Et puis quelques autres paradigmes, on pourra en parler plus tard si vous voulez pendant les questions. Pour finir, je vais vous parler du mode d'emploi, comment on fait quand on en est là. Et ben donc, vous commencez par imaginer vos écosystèmes futurs à partir de tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Vous cherchez la meilleure valeur que vous pouvez tirer dans cette projection future. C'est la science-fiction. On vous dit, bah, le monde de demain sera là. Et je pense que je vais pouvoir m'en sortir en me mettant comme ça. Vous construisez donc votre vision, à partir de là où vous trouvez qu'il y a de la valeur, et après vous y allez étape par étape avec des micro-projets pour faire avancer vos équipes. Vous évitez 3 choses. Le not invented here, si une idée ne vient pas de chez vous, ne la rejetez pas a priori. Ça, c'est un mot qu'il faut rayer de son vocabulaire. Combien de gens m'ont dit que je n'y arriverai jamais? Et puis à l'inverse, et c'est aussi un problème, l'imagination compte plus que la connaissance. C'est-à-dire que le savoir-faire, c'est bien, mais quand on se disrupte, il faut peut-être changer autrement. En résumé, on a 5 ans pour viser la 4e transformation digitale à travers 3 mécanismes que je vous ai décrits, 2 catalyseurs qui sont la vitesse des technologies et la dynamique des écosystèmes pour viser le changement de paradigme. N'oubliez pas de faire abstraction de vos biais cognitifs. Et puis 3 soft skills, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, je ferai la même chose, hein, et l'humilité. Jeff Bezos en 2018 réunit toutes ses équipes et leur dit « Amazon va faire faillite ». Notre objectif, c'est que ça arrive le plus tard possible. Quel patron du CAC 40, pour ne pas le nommer, pense la même chose? Je voulais vous remercier, et puis je me suis rendu compte au moment où je dis merci qu'il manquait juste un truc. Une question que vous allez peut-être me poser, c'est je n'ai pas été très précis sur vos métiers à vous, pour 2 raisons. La première, c'est que vos métiers à vous, moi je ne les connais pas très bien, donc il faudrait qu'on travaille plus ensemble pour se comprendre ce qu'il y a à faire. Et puis l'autre chose, c'est que comme je ne connais rien, on a imaginé un truc, ça s'appelle Artifil. On est hébergé chez nos amis de Sotel, et donc on peut discuter autour de ça tout à l'heure et demain. Je vous remercie. On passe aux questions dans la salle. Je ne sais pas si via les QR codes, on a quelques questions qui sont... On m'entend là-haut? Oui. Magnifique. La technologie, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? Une question. Ah, et non. Et qui me semble vraiment intéressante. Pour détecter les disruptions à venir et s'y adapter au mieux, est-il mieux d'être un expert dans le métier ou de faire appel à quelqu'un qui a un regard neuf? Le béotien a l'avantage de poser des questions stupides. Ça m'arrivait très très souvent. Hein. J'arrive dans un métier que je ne connais pas, je pose des questions et je me dis mais
T'es bête, tu ne connais pas, pourquoi tu poses cette question? Et en fait, il faut attendre le lendemain que la personne en question réfléchisse à la question que je lui ai posée pour découvrir que, ah mais oui, c'est parce que j'ai un biais cognitif, je suis habitué à faire des choses toujours de la même manière, et donc du coup, je ne vois pas, ça c'est les angles morts. Donc la réponse c'est, les experts en général créent des angles morts parce que c'est la conséquence du fait qu'ils sont experts dans leur métier. Ils vont très très vite dans leur direction, ils ne voient plus tellement ce qui se passe à côté. Et donc, c'est ouvrir les œillères, c'est plus facile. Je ne dis pas qu'un expert ne peut pas y arriver, mais c'est beaucoup plus facile en faisant percuter avec des gens qui ne viennent pas du tout de ce métier-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez le bras, je viendrai vers vous pour vous apporter un micro. Non? Je ne vois pas le bras qui se lève. Des questions? Profitez-en, parce que vous repartez après. Non, l'idée, c'est justement qu'on puisse continuer à discuter de manière un peu plus concrète autour de disruptions possibles dans ce métier. Et comme je vous le disais juste en introduction, n'étant pas de ce monde, on a imaginé des choses qui étaient peut-être réputées impossibles, en tout cas pas envisagées. Et donc voilà, c'est des choses qui sont en train d'exister et qui sont en train d'exister. C'est-à-dire qu'on a fini notre alpha test, on lance notre bêta test maintenant, donc on peut discuter avec les uns et les autres si vous pensez que ça peut vous intéresser dans l'évolution de votre propre business model. Je vais vous poser une question. Je vais revenir un petit peu sur l'intermédiation. Normalement, les banques aujourd'hui ne pensent pas pouvoir être intermédiaires. Pourtant, elles ont pris un certain nombre de décisions, notamment en laissant la distribution du cash à des sociétés de transport. Après, aujourd'hui, il y a des courtiers qui arrivent avec des applications, en fait des startups qui ont développé des applications pour favoriser le travail des courtiers. Est-ce que ça peut entraîner la disruption des banques? On est typiquement dans un processus de type désintermédiation, c'est-à-dire dans un premier temps, la réglementation protège la banque, et donc c'est la relation client qui peut se faire plus facilement autrement. Même si les banques s'y emploient fortement, ça laisse la place à des gens qui rentrent sur le marché en venant d'ailleurs, sans avoir forcément besoin d'avoir fait tous les investissements que font les banques. Donc ils arrivent. Et puis à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'on vise tous les mêmes clients, que ces clients évoluent, et qu'ils sont soumis à tout un tas d'évolutions de la société et des paradigmes, et donc de leurs références. Et donc eux-mêmes finissent par trouver obsolète ce que leur proposent leurs fournisseurs historiques, dont les banques. Donc, rien n'est écrit, hein. Tout peut encore évoluer, mais il est sûr que les agences bancaires ferment. Donc on voit bien que le train est parti. Mais qu'est-ce qui est en train de se créer à la place? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient des banques? Est-ce que ça vient d'acteurs un peu différents? Et puis, pour regarder aussi dans le détail, pour avoir un peu des prémices, il faut aller regarder dans des pays où le monde n'est pas aussi mûr que chez nous. Hein, vous allez en Afrique où il n'y a pas de banque, et on fait du paiement par SMS. Donc il y a plein d'endroits où se passent des choses qui ne vont pas arriver tout de suite chez nous. Donc on peut se dire, tranquille, on se repose. Et ça, c'est la barrière de la réglementation, sauf qu'un jour, elle saute. Et si on ne s'est pas adapté, je ne sais pas ce qui peut rester. Donc ma recommandation, c'est quand même de regarder vraiment ce qui se passe un peu partout et pas dire parce que c'est un pays sous-développé, on est à l'abri, parce que ce n'est pas ça qui va se produire, c'est plutôt le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, on est en train de voir que le rythme auquel se produisent les disruptions est de plus en plus rapide. Est-ce que la limite de tout ça n'est pas l'homme? C'est-à-dire que sa capacité à s'adapter, et on voit déjà dans nos sociétés des manifestations sociétales qui devraient peut-être nous alerter sur l'emballement dans lequel on est appliqué. Il y a deux questions dans votre question. Il y a est-ce que l'homme peut suivre? Et au sens client. Et en fait, il suit très bien. L'homme s'adapte très facilement à des technologies, et vous avez tout à fait raison, on est maintenant à l'intérieur d'une vie humaine, on n'est pas à l'échelle de quelques générations. C'est l'accélération du progrès, on voit des choses
vous verrez la fin de la voiture, mes derniers enfants passeront jamais le permis, enfin voilà, on est dans un état différent, et ça c'est à l'intérieur d'une vie. Deux schémas que j'ai pris d'un blog très très bien, il parle du Death Progress Unit, c'est l'unité de progrès qui vous tue. Et imaginez, vous prenez quelqu'un du 17e, vous le mettez au 20e siècle, il risque de mourir tellement c'est changé, mais ça fait 300 ans. Si vous voulez faire la même chose dans le passé, il faut remonter au début de l'ère chrétienne. Et puis avant, il faut remonter au niveau de la chasse pour avoir les mêmes chocs. Donc les chocs se font de manière plus en plus rapprochée, se font maintenant à l'intérieur de notre vie. Donc on est soumis à l'intérieur de notre vie à plusieurs chocs qu'on encaisse. La deuxième partie de la question, c'est l'impact sur le travail. Et en fait, c'est là que se passent les crises. C'est pas tellement j'ai un smartphone, je ne sais pas m'en servir. C'est j'ai plus de job. C'est le chauffeur de taxi de Vichy qui m'a dit je pense à faire autre chose. Et j'ai peur. Donc là, sur ce sujet-là, je ne peux pas dire le contraire, c'est évident. Maintenant, si je prends une casquette purement étude, froide, je reste dans mon bureau, je regarde des chiffres, le progrès n'a fait que créer des emplois. Il y a eu des moments très difficiles. Je parle des Ludites, vous savez, ces artisans qui faisaient eux-mêmes leurs vêtements. Quand les métiers à tisser sont arrivés en Angleterre, ils n'ont plus de job. Il a fallu un demi-siècle des gens condamnés à mort d'une guerre civile pour rétablir la situation. Et comment on a fait ça? On a fait ça parce que le reste du progrès a fait que les conditions sociales se sont largement améliorées. Et donc avec un salaire d'ouvrier, on a pu commencer à bien vivre. Et dans le même temps, le gouvernement britannique a mis en place des aides pour les pauvres artisans qui n'avaient plus rien à faire. Mais on est quand même passé, pour ces gens-là, d'un cas où ils faisaient tout de A à Z, ils fabriquaient leurs vêtements, ils le vendaient, à un moment où ils étaient ouvriers sur une chaîne, ils faisaient toujours la même chose. Donc ils ont perdu j'imagine, en satisfaction du travail. Et donc il a fallu 50 ans pour rebondir sur nos pieds. On est exactement dans la même situation 2 siècles plus tard. Dans la même situation. C'est-à-dire qu'on va perdre des emplois, on va en créer d'autres. Vous avez vu, c'est Renault qui licencie 2000 personnes et qui en embauche 3000, et ce n'est pas les mêmes. Donc on a un sujet de requalification, de reformation des gens. Et là, on est à l'intérieur d'une vie humaine, ce n'est pas mes enfants qui vont se former à faire autre chose, c'est moi. Vous savez, on dit souvent, qu'est-ce que mes enfants doivent apprendre pour vivre dans le siècle prochain? Oui, mais maintenant c'est nous aussi, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour vivre dans le siècle prochain? Donc il y a un vrai sujet, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse. Voilà, il y a plein d'impacts sociaux, la formation est une chose, mais en même temps, quand vous regardez les études de la Banque mondiale sur les nouveaux jobs, ils parlent de jobs dont on sait déjà qu'ils ne vont pas durer. Pilote de drone. Les drones, ils vont devenir autonomes, ça ne sert à rien. Donc, et en revanche, il y a plein de jobs qui n'existent pas encore. Donc on est devant un truc très compliqué, d'où l'idée de former à apprendre plutôt que de former des choses qu'on a apprises. Donc j'apprends à apprendre pour qu'on soit le propre de l'homme, être capable de s'adapter, de modifier ses axes, ses manières de faire, pour être toujours en face de ce qu'on va lui demander de faire. Mais il y aura toujours assez, voire plus de jobs qu'il n'y en a jamais eu. En tout cas, ça ne s'est jamais détrompé depuis qu'on a fait les outils, c'était il y a 3 millions d'années. Un peu de recul quand même. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'État. Quid de l'État face à la disruption? Et notamment l'éducation nationale, par exemple, qui est un gros pan de... Ouais. Donc là, il y a à nouveau 2 questions dans la question. La première question, c'est est-ce que l'État se fait disrupter lui-même? Moi, j'ai eu la chance de participer au niveau local à des associations de DGS, de directeur général des services, sur le thème « On est en train de se faire disrupter ». Un truc très simple, vous êtes une ville, vous organisez votre circulation dans la ville pour protéger les hôpitaux, les maternelles, et puis vous avez un Waze qui vous dit il y a moins de monde devant les hôpitaux, passez devant les hôpitaux. La seule réponse qu'ont les villes à ça, c'est dit je limite à 20 à l'heure, comme ça Waze il va trouver que c'est trop long. On marche sur la tête. C'est-à-dire que l'organisation du territoire, c'est le plus local du plus local, est faite par une boîte américaine. Waze, c'est Google. Donc il y a un vrai sujet de la disruption du politique. Je pris cet exemple-là, mais vous avez un milliard d'exemples. On pourrait y passer l'après-midi rien que là-dessus. Et puis vous avez un deuxième sujet, comment l'État, dans son rôle de responsable, quelque part, on élit nos gouvernants pour nous aider, nous protéger et nous faire grandir,
Qu'est-ce qu'il met en place pour qu'on puisse grandir? Et le premier des sujets, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'éducation nationale? J'ai un enfant en école primaire et qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas de réponse. C'est extrêmement compliqué. Il ne faut surtout pas en vouloir à nos gouvernants parce que je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. Je pense qu'il faut laisser de la place au libre arbitre, il faut laisser à l'initiative. Il faut que les gens puissent décider ce qu'ils ont envie de faire. Vous ne pouvez pas d'en haut indiquer à 1 million de collaborateurs ce qu'ils doivent faire. Ils ont tous des idées un peu différentes, surtout dans ce monde moderne. Chacun peut avoir des initiatives intéressantes. Donc il y a un énorme travail et qui est indispensable. En France, on n'est pas les meilleurs maintenant en éducation nationale. Il y a donc quelque chose à faire. Je ne suis pas du tout dans ces cercles, donc je suis incapable de vous dire ce qu'il en est et ce qui se prépare. Et en tout cas, vous touchez du doigt un sujet majeur, sachant qu'effectivement, le premier sujet rejoint le deuxième. Si l'État n'arrive pas à nous accompagner dans ce monde futur, des boîtes privées vont le faire. Et donc l'État se fera disrupter aussi là-dessus. Une autre question? Personne? Si, j'arrive, bougez pas. J'en ai une, Alexandre, en attendant. L'intermédiation est présentée comme disruptive, mais si la durée de vie des entreprises baisse, est-ce que c'est vraiment une révolution? Je n'ai pas compris, pardon, le début de la question. L'intermédiation, oui. Elle est présentée comme disruptive. Oui. Mais si la durée de vie des entreprises baisse, est-ce que c'est vraiment une révolution? En fait, c'est la conséquence. Les trois mécanismes dont je vous ai parlé, disruption, désintermédiation et bon, ouais, je suis fatigué, ces trois sujets sont des mécanismes qui contribuent à faire vaciller les entreprises. Bon, il suffit de les connaître. Après, Jeff Bezos, on va tous mourir. Donc en soi, ce n'est pas une révolution. Maintenant, est-ce qu'on baisse les bras? On dit, bon, ok, je fais mon petit bonhomme de chemin, puis après, tant pis, faillite. Ou est-ce que je cherche à me survivre, donc en me faisant évoluer? Donc la révolution, elle n'est pas tellement de comprendre les mécanismes qui font que je vais mourir. La révolution, elle est de se dire, c'est ce mécanisme-là, donc qu'est-ce que je fais pour m'auto-révolutionner, pour m'auto-disrupter, pour me survivre à moi-même, quitte à faire autre chose. Reed Hastings ne loue plus des DVD, il fait du streaming, à une époque avec des PC, de connecté, je veux dire. Voilà, il a pris un risque. Il s'est sabordé lui-même, divisé par 3 son chiffre d'affaires habituel, historique, mais il a fait x10. Et c'est ce genre d'action est en général possible que par le dirigeant actionnaire. Si vous êtes dirigeant mandaté, tous les N années, 4-5 ans, vous arrivez devant votre conseil d'administration et vous présentez votre mission pour les 4 à 5 prochaines années. Il ne peut pas y avoir de disruption là-dedans. Vos actionnaires vous payent pour aller mieux, faire toujours plus de la même chose. Dire, eh bien, j'abandonne tout, c'est difficile à l'échelle d'un président mandaté. C'est beaucoup plus facile à l'échelle d'un président fondateur, propriétaire de sa boîte. C'est pour ça que vous verrez que les boîtes qui bougent le plus sont les boîtes familiales. Parce que le dirigeant ne pense pas à son prochain mandat, il pense à ce que ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants vont hériter. Il dit, tant pis si je dois faire tout à fait autre chose. Donc il y a un vrai sujet de pérennité des entreprises, de gouvernance des entreprises, et de laisser le libre arbitre à des choses différentes. Moi, je dis toujours aux gens, dans ces cas-là, aux gouvernants, aux dirigeants, pardon, imaginez que... Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, vous ferez vraiment la même chose? Est-ce qu'il y a une petite chance que vous fassiez quelque chose d'un peu différent? S'il y a 0 chance, on se verra plus tard, tant pis, parlons d'autre chose. Si vous pensez qu'il y a une petite chance, je vous propose d'établir une petite activité, c'est une assurance. Vous allez dépenser un pouyen de votre chiffre d'affaires, de votre bénéfice, pour faire travailler des gens qui ne sont pas forcément de votre sérail, qui ne sont pas forcément vos experts, à qui vous allez demander de vous disrupter. Ce qu'on a fait là avec Artifil, c'est exactement ça. C'est Bouygues Télécom, grande entreprise du CAC 40, qui s'est dit j'ai envie de disrupter un marché, celui de la télésurveillance. Moi, tout seul, je ne sais pas faire, parce que j'ai des œillères, je suis formaté, j'ai toujours la même chose. Donc je demande à des entrepreneurs, est-ce qu'ils ont des idées? Et si on a des idées, on en a eu, on a gagné le concours, on démarre une activité tout à fait à côté, totalement indépendante, et puis on verra ce que ça donne. C'est très risqué, on peut mourir, mais en même temps, si on ne le fait pas et qu'un autre le fait, c'est quand même plus embêtant. Donc il faut être là. Voilà, donc la réponse au niveau entreprise, elle est assez simple. Elle
elle devient compliquée au moment où la petite start-up disruptive, innovante commence à percer. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on la réintègre, à ce moment-là, très souvent, c'est le modèle économique initial qui gagne, et donc la start-up meurt, et puis il ne se passe plus rien. Soit on peut accepter, à terme, que la maison mère se fasse racheter par la start-up. Et ça, ce n'est pas encore dans l'air du temps. Oui. Vous avez parlé des impacts sociaux importants, notamment sur le travail et sur la liberté individuelle. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, je ne sais pas s'il y a deux questions dans votre question, mais il y a d'une part la privacy, le fait que ce qui est privé, ma vie privée ne regarde que moi et personne ne doit y avoir accès. Donc c'est aussi, à l'intérieur de ma entreprise, je suis libre, dans le cadre de la loi évidemment. Et là, on a des vrais sujets, parce que quand vos données privées circulent, on dit bon, c'est pas grave, il sait ce que j'aime. Ce qui est plus grave, c'est le nudge marketing. Je ne sais pas si vous connaissez le nudge marketing. Le nudge marketing, c'est un truc qui vous incite à faire quelque chose et vous êtes content de le faire parce que ça vous a donné les arguments qui vous parlent, le nudge marketing. Donc c'est un influenceur de folie. Mais pour faire du nudge marketing, il faut bien vous connaître. Donc quand vous donnez vos données, vous acceptez le fait que vous pouvez faire influencer sans même vous en rendre compte. C'est votre libre arbitre qui disparaît. On parle de liberté. Donc moi, je suis très attaché à la protection des données personnelles. Il y a des débats sans fin. Je n'ai jamais compris pourquoi la Commission européenne a accepté que Google rachète Fitbit. Google sait en permanence ce que vous regardez. Avec Fitbit, il connaît vos émotions, votre battement de cœur. Donc il sait quelle pub exerce quelle émotion. C'est ravageur. Il fallait l'interdire. Je ne sais pas pourquoi on l'a accepté. Bref. Donc on a des sujets comme ça qui sont extrêmement graves. Il y a des bonnes pistes. J'en ai proposé quelques-unes. On a fait un livre blanc de la data privacy. Il y a des choses à faire. Faut simplement, je pense qu'on peut y arriver. Et en particulier, arrêtons-nous de nous poser la question du cloud. C'est mort. Le cloud souverain, il faut oublier, c'est trop tard. On est dans le coup d'après maintenant. Donc là, j'explicite un peu ce que je vous ai exposé très rapidement. On est dans le coup d'après. Vous prenez Huawei. Vous pouvez ne pas aimer les Chinois. Ils sont quand même leaders de la 5G, ceux qui ont inventé la plupart des brevets. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils préparent la 6G? C'était le dernier Innovation Day qu'ils ont fait à Paris quand ils étaient encore en ordre de sainteté. C'est la 6G ne permettra pas de transmettre toutes les données de tous les objets. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va transmettre du sens. Pour transmettre du sens, il faut que chacun des objets compile ces données, les processe, les analyse et ne transmette que le sens de l'objet. Autrement dit, la donnée reste dans l'objet et le sens qui en sort est un sens que vous pouvez, vous, propriétaire de l'objet, décider. J'envoie à mon médecin mes battements cardiaques, j'envoie à l'application Nike uniquement la moyenne de mon essoufflement au bout de 10 km. Donc ça, c'est des pistes à faire maintenant. J'étais à la conférence Amazon AWS quand ils ont annoncé benoîtement qu'ils étaient agréés santé. Je me dis, mais oui, mais comment on sait que nos données sont protégées? Mais bien sûr qu'elles sont protégées. AWS a les meilleurs systèmes de cryptage du monde. Ouais, enfin, c'est AWS, donc il peut les décrypter, lui. Temps mort, et puis le gars finit par dire, bah, prenez votre cryptage à vous. Et c'est ça la solution. C'est séparation des pouvoirs, Montesquieu. Si vous stockez des données et vous les processez, vous n'avez pas le droit de les protéger. Si vous les protégez, vous n'avez pas le droit de les processer. Voilà. Donc il faut juste Thierry Breton et co qui avancent un peu sur ce type de concept. Et là, on a une piste pour ça. D'accord? Après, la liberté, c'est un sujet beaucoup plus dangereux. Je ne suis pas sûr de vouloir m'y lancer. La liberté, elle s'analyse à l'aune de ce qu'on vit tous. La liberté qu'on a aujourd'hui est bien supérieure à la liberté de nos ancêtres qui avaient les lions et les ours sur le dos. Donc voilà. Donc, et à chaque instant, on a une liberté qui est ce qu'elle est et dont on accepte qu'elle se réduise parce que globalement, en tant que groupe, on veut survivre. Donc c'est le propre des lois. Il y a des gens très savants, qui font ça. C'est pas mon métier, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Et donc le concept de liberté, de l'analyse de la liberté, ça ne se mesure qu'à l'aune du temps, à l'instant T où vous êtes. Ça va changer dans 200 ans, ça a changé avant. Je fais un parallèle parce que là je suis plus à l'aise. Vous ne pouvez mesurer ou donner un jugement moral sur un progrès technique que trop tard. Donc vous ne pouvez pas. C'est un truc qui est impossible. Vous êtes obligé d'avancer sans principe de précaution. Ceux qui n'ont pas lu Pourquoi j'ai mangé mon père, je vous encourage fortement à lire ce petit bouquin très drôle.
quand le premier australopithèque domestique le feu, eh bien, il fait flamber toute la colline. Et son cousin lui répond, je t'avais bien dit, il ne fallait pas faire ça, il faut retourner dans les arbres. Back to the trees. D'accord? Donc à l'instant T, votre jugement moral est en retard sur la liberté, sur le progrès technique. Il faut vivre avec ça. Il faut vivre dans l'humilité et se dire, soit on avance, que l'homme a toujours fait, soit on arrête d'avancer et c'est un autre type de problème. Une dernière question sur votre droite. Ça, c'est une question purement personnelle. Quand j'ai lu votre livre, lorsque vous parlez de voitures autonomes, j'ai dit mais ça c'est expérimental encore, c'est pour demain. Et vous avez l'air de le présenter comme quelque chose qui est aujourd'hui. Donc comment ça se fait? Il y a vraiment des réalisations qui sont très opérationnelles aujourd'hui? Oui, alors pareil, la réalité est très nuancée. Au début, quand on parlait des véhicules autonomes, moi j'étais chez Transdev, une société dont 80% des collaborateurs sont des conducteurs. Donc les gars, ils m'ont dit, ouais, voiture autonome, ça servira juste à ramener le bus au hangar, mais pour conduire le bus, il faut forcément quelqu'un. Bon. Et les voitures autonomes, à l'époque, c'était que des voitures privées, individuelles. C'était Google, c'était l'américaine. L'américaine, il n'y a pas de bus. Enfin, les gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils s'achètent une voiture, ils s'arrêtent dans un embouteillage. Je ne prends pas de jugement, c'est comme ça que ça se passe. En fait, les transports en commun, c'est un use case, un cas d'école, un cas d'usage extrêmement simple pour les véhicules autonomes. Pourquoi? Parce que le trajet est préétabli, parce que vous pouvez faire ça sur des sites propres, donc avec personne autour de vous, et donc ça peut arriver très vite. Aujourd'hui, je vous ai donné un certain nombre de cas où ça existe. Les plus avancés sont les Chinois. Baidu, il y a des bus autonomes partout, à Pékin, à Shanghai, il y a un peu partout. Donc, en France, ça bouge moins, mais j'étais très intéressé par les gens, la start-up qui a lancé une locomotive autonome pour réhabiliter les voies ferrées de seconde zone. La SNCF n'y arrive pas, ça coûte trop cher de mettre un conducteur de train. Donc la vraie bonne réponse, c'est l'infrastructure existe, c'est des rails, il ne risque pas de se déraper, machin, c'est protégé par des grillages, donc il y a assez peu de problèmes. Et donc ça démarre cette année. Donc voilà, ça c'est pour la France. Aux US, Waymo a démarré sa flotte de taxis autonomes il y a maintenant plus de 2 ans. Au début, ils mettaient un jockey derrière le volant pour s'assurer, maintenant il n'y a plus de jockey. Ils ont démarré San Francisco. J'ai plus toutes les initiatives, enfin il y en a quand même un paquet. Mobileye, filiale d'Intel, qui démarre ses taxis autonomes à Tel Aviv. Voilà, enfin, tous les jours qui passent, même le chauffeur de taxi pour venir disait bah oui, je sais que c'est en train d'arriver, et on parle même de voitures volantes. Donc voilà, et à côté de ça, donc pourquoi je disais que le verre est à moitié vide, à moitié plein, si vous allez trop vite pour dire que c'est autonome, que vous avez une Tesla, vous dites qu'il y a un autopilote, ils ont, je crois, 7 procès sur le dos, ou 7 ou 17, d'autopilotes qui se sont crashés, qui ont tué quelqu'un. Ah, donc elle n'est pas tout à fait autonome. Maintenant, sans être cynique, si vous regardez la moyenne d'accidents par mile parcouru de possesseurs de Tesla, donc je suis ISO, je ne prends pas toute la population, sur une année, ben vous découvrez, vous gagnez en nombre d'accidents, accrochages, morts et tout ça, par miles parcouru, vous avez beaucoup moins quand le système autopilote est enclenché. Donc ce n'est pas encore parfait, mais ça marche mieux qu'un humain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on attend d'une machine qu'elle soit parfaite. C'est pas très grave si je me fais renverser par un humain, c'est pas très grave. Mais si je me fais renverser par un robot, c'est juste pas possible. C'est dans nos têtes. Mais le paradigme est en train de changer. On est en train de faire confiance aux machines. Donc, pareil, on juge avec l'esprit d'aujourd'hui, on ne juge pas avec l'esprit de demain. Donc, la voiture autonome parfaite n'existe pas encore. Oui, elle est en train d'exister sur des cas très précis. Le TGV va devenir autonome. La Deutsche Bahn a fait déjà des trains autonomes. Pourquoi? Parce que c'est un use case plus simple. Les bus sont dans le même cas de figure, les livraisons sont dans le même cas de figure, et quand la voiture autonome proprement dite, elle continue à avoir des bugs, enfin des bugs qui font des morts, c'est quand même pas des petits bugs. Néanmoins, si vous regardez les chiffres, c'est moins que dans la vraie vie s'il n'y avait pas d'autopilote. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne connais pas un politique qui va dire « allez-y, tant pis s'il y a 3 morts au lieu de 25 ». Il dira non. Il faut encore travailler. Merci Alain, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et on vous retrouve, je crois, après. C'est ça, au niveau du stand Sotel? Oui, oui, donc on peut discuter. Donc, moi, je serai autour du stand Sotel. Voilà. Et donc on peut discuter de ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire tous les jours
dans votre secteur d'activité, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Parfait. Rendez-vous tout de suite, juste avant la conclusion, avec le président Didier Moreau. C'est bon. Bon, merci Monsieur Staron. Donc effectivement, c'est une réflexion, je pense que vous avez fait très intéressant. Un petit peu mal à la tête. Donc voilà, on va se demander ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir comme disruption aujourd'hui. Donc je vais surtout essayer de ne pas faire de disruption sur la logistique. Juste ce petit point. Maintenant, on a un petit peu de temps. Partage des stands, visite sur les stands des exposants pour tous. C'est l'avantage d'avoir l'unicité de lieu. Comme notre soirée est ici, on n'a pas de transport organisé. Donc 17h jusqu'à 18h45, visite des stands. Vous pouvez profiter d'Alain Staron et de tous nos autres exposants. 18h45, quand vous ressortez de la salle d'exposition, juste en haut des escaliers, vous prenez à gauche, tout droit, vous allez au bar de l'horloge, qui est contigu à l'espace où vous avez été accueillis. Voilà, un apéritif sera servi. Et après, on rentrera directement 19h30 dans l'opéra, dans la salle de l'Opéra de Vichy. Ce qui est important, on commence à y aller à partir de 19h20. On voudrait respecter nos horaires. Donc que 19h30, tout le monde soit dans la salle de l'Opéra. Et là, on verra, vous verrez, c'est un joyau de l'art roman, de l'art nouveau, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est une disruption qui commence. Voilà, donc joyau de l'art nouveau, et il y a une harmonie totale or et ivoire, et on vous fera une petite présentation là-dessus. Nous aurons ensuite le récital de musique baroque, donc Handel à Rome, par l'ensemble Les Nouveaux Caractères, qui est un ensemble baroque lyrique qui est en résidence permanente à Lyon. Voilà. Et nous pourrons voir après la musique baroque s'il y a de la disruption dessus, parce que ça fait quand même un certain nombre de siècles qu'on la répète et qu'on fait même sur les... Voilà, très bien. Et pour échanger là-dessus. Donc je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve tous demain matin ici, 8h50, pour repartir sur la deuxième partie, où ce sera la disruption, mais en réel, pour nos métiers. Merci à tous.